Pierre, sociétaire Massif. Je suis chef d'entreprise. Pour moi comme pour mes salariés, avoir une bonne couverture santé, c'est essentiel. Grâce à la Massif, j'ai le pouvoir de réduire nos dépenses de santé en réalisant jusqu'à 40% d'économies avec les réseaux de soins Santé Claire. Et en plus, je bénéficie d'un réel accompagnement dans la mise en place du contrat. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil, conditions et limites des contrats sur massif.fr. Par rapport au prix moyen du marché et selon prestations, les contrats garantie santé entreprise et garantie santé des indépendants sont assurés par Massif Mutualité, mutuelle régie par le livre 2 du Code de la mutualité. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous de la nuit, 2 heures pour parler librement sur l'antenne d'Europe 1 de ce qui vous préoccupe, vous empêche peut-être de trouver le sommeil. On se piège parfois tout seul avec nos attentes. Sans en prendre conscience, on est en attente de ceci ou de cela, d'une attention qui ne vient pas, d'un mot, d'un geste. Et on en perd le sommeil, et puis on fait souvent les choses en espérant que nos attentes soient comblées, surtout en amour. Satisfaire l'autre pour être aimé en retour, estimé, accueilli, reconnu. Et puis quand l'attente n'est pas comblée, pire, est déçu, alors on se sent frustré, en colère, malheureux, déçu. Voilà pourquoi il est si important d'être à l'écoute de nos attentes pour cesser d'en être la victime. On peut souvent y répondre tout seul et ceci nous apporte de la satisfaction, une plus grande confiance en nous-mêmes et un regain d'énergie. En exprimant aux autres, par exemple, les attentes que nous avons envers eux, nous nous responsabilisons face à nous-mêmes et évitons de dramatiser, de chercher des coupables, de juger et de critiquer. Bref, nous cultivons la confiance. À une condition, que nous restions ouverts à la façon dont les autres choisissent ou non d'y répondre, ainsi qu'à leur façon de faire. En un mot, qu'on leur fasse confiance. Venez ici au 3921 nous confier vos attentes pour que nous prenions ensemble le temps d'étudier comment vous pouvez y répondre. Thomas et Corentin accueillent vos appels au 3921 et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Venez réagir par SMS au 7 39 21 précédé du mot nuit, écrit en majuscule ou par mail europe1.fr ou sur ma page Facebook officielle Sophie Peters. Nous sommes heureux de partager ce moment privilégié avec vous. 39 21, je suis à votre écoute. Bonsoir Hélène. Bonsoir Sophie. Bienvenue dans la libre antenne. Eh bien merci. C'est vrai que je suis pas tout à fait à l'aise, mais bon, je vais me lancer quand même. Oui, ça va passer. Vous vouliez nous parler d'un rêve. D'un rêve. Ça, c'est une bonne idée. Oui. C'est quand même un rêve qui m'a beaucoup étonnée. Oui. Alors, hier, je vais dans mon salon et je vois plein de formes bizarres. Mm-hmm. Et puis, je vois un insecte, un gros insecte, mais je pourrais même pas dire il ressemblait à aucun insecte que je connaissais. Oui. Et là, bon, j'ai eu quand même très peur et je l'ai jeté par la fenêtre. Je l'ai attrapé, mais j'avais quand même peur, mais je l'ai vraiment serré très fort. Serré très fort dans vos mains, oui. Serré très très fort dans la main, il m'a pas piqué, rien. Mais c'est bizarre parce qu'il avait pas la texture d'un insecte, c'était plutôt comme quelque chose comme du fer, plutôt. Quelque chose de quoi, de dur, ça vous a paru dur et froid. Voilà, quelque chose de dur et froid que j'ai jeté par la fenêtre. Après, je suis revenue dans mon salon, puis je me suis aperçue que j'avais que toutes les formes bizarres qui étaient dans mon salon étaient en fait des ours en peluche. Oui. Et bon, je me demandais un peu ce que faisaient ces ours en peluche. J'étais quand même un petit peu inquiète quand même. Mais c'était quand même des ours qui avaient l'air gentils, qui bougeaient, mais qui étaient gentils quand même, mignons. Mais quand même, j'en voulais pas de ces ours en peluche. Oui. Et bon, je ne me suis pas vue les mettre dehors. Mais par contre, je sais qu'ils ont fini par être dehors. Mais il y en a quand même un qui était pourtant que j'ai pas vu dans mon salon, qui était couché sur le dos sur mon balcon, parce que moi je suis retournée dans ma chambre et j'ai regardé l'ours. J'étais pas très bien parce que j'ai dit oh là là, il fait froid dehors. Puis il est allongé sur le dos et c'était un ours qui avait une petite robe blanche toute brodée.
Et je me suis dit, mais quand même, il a froid, il va mourir. J'étais pas à l'aise du tout, moi, de voir cet ours-là qui était dehors au froid, alors que de toute façon, j'en voulais pas. Je l'ai mis dehors. Enfin, mais je l'avais pas vu dans mon salon, celui-là. Voilà, et puis je me suis réveillée. D'accord. Alors, Hélène, quel lien vous faites? Parce que vous savez peut-être que c'est souvent aux rêveurs qu'incombe le soin de faire le tri dans ses rêves. C'est-à-dire que, oui, mais justement, en fait, j'arrive pas. Oui. Comment? Alors, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on travaille dans l'interprétation des rêves, c'est-à-dire quelles sont les images qui vous viennent dans la réalité par rapport aux images qu'a emprunté le rêve? Parce que le rêve, en fait, la nuit, et c'est très important, on rêve tous, on s'en souvient plus ou moins, mais le rêve nous répare. Et donc, sur le plan du cerveau émotionnel, il fait son travail en rêvant et en réparant, en triant, comme une gare de triage. Alors, quand vous vous en souvenez, il envoie des messages qui sont des messages par le biais, ça peut paraître très étrange, mais c'est très symbolique, souvent. Donc on se dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ce serait comme là je vous demandais d'associer librement, comme on fait en analyse, par rapport à vos images de rêve. Qu'est-ce qui vous vient? Si je vous dis, ours en peluche, qu'est-ce qui vous vient? C'est les jouets de l'enfance, c'est mignon, c'est beau, c'est doux. C'est les petits jouets de l'enfance, les jouets avec lesquels on est bien. Oui. Donc ce serait et donc cette enfance que vous mettez sur le balcon et dont vous avez peur qu'elle ait froid. D'ailleurs en plus c'est un ours en peluche féminin avec une petite robe. Oui, c'est ça qui est étonnant parce que normalement tous ceux qui étaient dans mon salon ils n'étaient pas habillés. Il y a que celui-là qui était sur mon balcon qui était habillé. D'accord. Parce que souvent, les ours en peluche, dans les rêves, les peluches, c'est douceur, protection. Mais là, en fait, ils sont pas en protection, ils sont dehors et vous craignez qu'il n'ait froid. C'est-à-dire qu'ils étaient dans mon salon et moi, j'ai voulu qu'ils soient dehors parce qu'ils m'inquiétaient parce que j'avais jamais vu d'ours en peluche dans mon salon qui bougeait, et j'en voulais pas. Oui, comme cet insecte d'ailleurs, parce que l'insecte, lui, a plein de significations dans un rêve, mais là, vous l'attrapez à pleine main pour le mettre dehors. Ah oui, là, j'en voulais vraiment, c'était l'horreur. C'était l'horreur. Ah oui. Donc, il y a quelque chose aujourd'hui que vous vivez dans votre vie, et plutôt sur l'aspect des relations, et sans doute avec vos enfants ou un de vos enfants, qui peut-être est très perturbant pour vous aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes avec qui s'est perturbé. Je suis perturbée, oui. D'accord. Parce qu'il parle de ça, votre rêve. Oui. Il parle de relations et il parle de quelque chose à la fois qui fait peur et dont vous devez absolument vous séparer, mais qui serait menaçant et qui serait sous la forme de cet insecte. Et puis de cet ours en peluche qui a lieu. Et c'est pour ça que j'imagine que vous avez des enfants et peut-être même une fille, non? Parce que ce serait peut-être ça. Oui, j'ai une fille. Avec qui les rapports sont très très difficiles. Voilà. Ouais. Et puis oui. Les rapports sont difficiles avec votre fille. Ça pourrait être cet ours en peluche habillé avec une petite robe de fille dont vous craignez qu'elle ait froid sur le balcon parce qu'il y a un isolement entre vous deux aujourd'hui. Vous êtes inquiète pour elle? Vous parlez plus? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Les rapports sont extrêmement froids. Elle ne veut pas. Elle ne veut absolument plus me voir. Pour elle, je sais tout juste si j'existe. Oui, et vous comprenez qu'est-ce qu'elle vous reproche? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? C'est vrai que c'est pas facile. Non, c'est pas facile, bien sûr. Quand on est brouillé avec un de ses enfants, c'est excessivement douloureux. Bien sûr que c'est pas facile. C'est depuis le divorce et puis maintenant elle-même était en train de divorcer donc. D'accord. Là, elle divorce au bout de 17 ou 18 ans de mariage et c'est le fait qu'elle divorce qui rouvre quelque chose du divorce de ses parents, de votre divorce à vous, ou il y a un lien? Je ne sais pas s'il y a un lien. Disons que les rapports étaient quand même difficiles ces 4-5 dernières années et j'ai un peu l'impression que comme ça n'allait pas trop. Elle ne voulait pas me parler. Elle m'a jamais rien confié de sa vie, rien. Oui, parce que dans votre rêve, il y a alors que ces peluches pourraient être de la douceur,
ils sont plutôt menaçants et vous devez vous en séparer. Et notamment cet ours en peluche habillé avec une petite robe qui est sur le balcon et qui quand même vous inquiète. Tout d'un coup, vous dites, mais peut-être elle peut avoir froid. Donc, je pense que c'est un souci pour vous, votre fille. Ah, c'est un souci, ça, c'est certain. C'est un souci. Oui. Hein. Mais et l'insecte, c'est une menace. Hein. Cet insecte que vous prenez et que vous mettez dehors, il y a quelque chose qui vous menace. Ou vous vous sentez menacé, en tout cas. En plus à la fois, vous vivez un froid dans une relation qui est très proche pour vous et qui devrait être douce alors qu'elle ne l'est pas. Et c'est la signification de cet ours qui est doux, mais qui là ne l'est pas pour vous. Et qui est dans ce froid sur le balcon et qui vous crée du souci. Et puis, il y a cet insecte menaçant dont vous devez absolument mettre dehors. Et souvent, d'ailleurs, les rêves d'insectes, c'est des rêves de confusion, un peu agressifs. C'est quelque chose dont il faut absolument se séparer. Alors souvent, quand on rêve d'insectes, il y en a plusieurs. Mais là, vous dites que c'est un insecte volant. J'ai pas vu vraiment s'il était volant. Volait d'accord, ou pas. D'accord. Je sais pas s'il volait, mais je sais pas où exactement il était à ce moment-là. Mais vraiment, je l'ai attrapé et vraiment, je n'en voulais plus. Je l'ai jeté. Ouais, il était pas tout petit. Il était je sais pas. Il avait peut-être quelques centimètres. Je sais pas, 7-8 centimètres et. Oui. C'est un signe qu'il y a quelque chose que vous qui est confus, quelque chose. Alors c'est peut-être l'histoire encore là aussi avec votre fille qui vous préoccupe, à moins qu'il y ait aussi autre chose. Il y a aussi autre chose. Ah, aussi, ce serait quoi alors? C'est les rapports avec mon ami peut-être aussi. Je ne sais pas. Comment ça se passe? Possible, je sais pas. Alors justement c'est vous qui savez. Hein, là on explore ensemble. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec votre ami? Disons on se connaît depuis quand même assez longtemps. Oui. Mais on n'a jamais vécu ensemble. Il habite quand même très très loin de moi, à 700 kilomètres. On se voit que de temps en temps et je me sens un peu... un peu seule? Un peu seul et le problème c'est que maintenant il est malade. Il a toujours voulu vivre seul et maintenant qu'il est malade, il voulait vivre avec moi et ce qui fait que moi je suis très très malade, je deviens très agressive aussi. Non, je me la montre peut-être pas. Oh là, je suis pas très à l'aise. Non, mais je comprends, Hélène. C'est-à-dire qu'en fait, il voudrait... Mais le voilà, l'insecte. C'est que... Parce que souvent, et c'est pour ça que je voulais voir ça avec vous, les insectes sont signes de maladie dans les rêves. Et vous me dites qu'il est très malade, oui. Il est malade, mais oui. Et vous ne voulez pas vivre avec lui, là, maintenant, vous? Disons qu'à partir du moment où il ne m'a jamais, il m'a toujours dit qu'il ne voulait pas vivre avec moi et qu'il me propose de vivre avec lui le jour où il tombe malade. Oui. Je suis pas, je veux pas. Oui, je comprends, Hélène. C'est votre choix, c'est vous qui vivez ça. Mais on peut imaginer que cet insecte que vous prenez, que vous mettez dehors et qui vous angoisse, et qui est menaçant, ça puisse être cette histoire-là pour vous. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que je suis assez hypochondriaque aussi. Ouais. Donc je me vois toujours des maladies aussi. Est-ce que ce serait pas ça aussi? Ça peut aussi, en tout cas, c'est quelque chose que vous devez mettre loin de vous et que vous prenez loin de vous parce que sinon ça vous oppresse. Oui. Parce que sinon ça crée une confusion. Et je pense que l'histoire de l'ours en peluche, c'est lié à votre fille. Et que, à la fois, j'ai l'impression que vous subissez ce froid dans les relations avec elle. Je le subis, et en même temps, votre rêve dit que ça vous inquiète, que peut-être elle a froid, là, toute seule sur son balcon. Qu'est-ce que fait cet ours sur ce balcon? Qui devrait être dans votre lit tout doux. C'est la place du lit, l'ours en peluche. Oui. C'est la place des câlins. Donc, il manque des câlins avec cette fille. Avec elle, les rapports sont très durs. Souvent, vous savez, Hélène, en fait, le rêve, il vient nous donner, bien sûr, des clés, mais il vient un peu toucher, les endroits qui nous préoccupent, et il vient nous donner un autre langage, c'est-à-dire son langage à lui, son langage symbolique, pour aussi nous aider à traverser des épreuves. C'est pas du tout inquiétant, un rêve, même si ce rêve peut vous inquiéter. Ce rêve, il est là pour vous aider. Il est là, votre cerveau émotionnel, il reprend les émotions que vous vivez dans votre quotidien qui sont difficiles.
c'est pas facile ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit avec votre fille et votre compagnon. Donc forcément, dans la journée, ça vous travaille, ça vous occupe. Et donc le ça rêve, travaille beaucoup, ça, c'est sûr. voilà. Et le rêve, lui, traite ça. Il traite cette émotion que vous vivez, voilà, dans votre corps, dans votre psychisme, dans la journée. Il le traite à sa manière, par des images, par des symboles, pour vous permettre d'avancer là-dedans. Oui. Donc il vous dit Et quoi? seulement, qu'est-ce que je peux faire de ce rêve et comment avancer avec ce rêve? Il vous dit, il est là en train de vous dire que oui, c'est pas possible pour vous. Ce compagnon, vous ne voulez pas qu'il soit chez vous. Ça, c'est clair. Et puis que pour votre fille, c'est trouver peut-être le moyen de rendre plus douce la relation. Alors, je sais pas. Après, on peut en parler, voir qu'est-ce que vous pouvez trouver, mais en tout cas que ça ça vous inquiète un peu, cet ours en peluche habillé en fille, tout ce qui peut-être a froid. Voilà, vous dites dans votre rêve. Et si elle avait froid, et qu'est-ce qu'elle fait là, toute seule sur le balcon? Donc il y a une séparation dedans-dehors en plus, dehors de la maison, dans l'extérieur, dans le froid. Vous êtes dedans, chez vous, dans votre salon. Il y a quelque chose qui vous envahit, qui vous oppresse, que vous mettez dehors. Et puis, ça fait longtemps, ça. Ouais. Ça fait longtemps, ouais. Qu'est-ce qui vous oppresse depuis longtemps quand vous me dites ça fait longtemps? Disons qu'il y a les rapports que je peux avoir avec ma fille. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait pour ça jusqu'à présent? J'ai essayé de lui parler, de lui parler, mais elle ne veut rien entendre. J'ai essayé de lui parler du passé, mais elle ne veut pas du tout en entendre parler. Et si vous lui parliez du présent plutôt que du passé? C'est peut-être du présent dont elle a besoin et pas du passé. Les ours en peluche, c'est le passé? C'est le passé, c'est l'enfance. Oui, c'est le mais passé. même il faudrait que pour que je puisse parler même avec elle, il faudrait une relation normale, parce qu'en fin de compte, elle ne me parle de rien. Et si vous partiez avec elle sur du présent, pour ne pas, parce que peut-être ce qu'elle craint avec vous, c'est justement de remuer un passé que pour l'instant elle n'est pas prête. C'est elle qui vous donnera le signal du passé. C'est nos enfants qui un jour, viennent demander entre guillemets des explications ou des contes par rapport à un passé où ils cherchent des choses de leur histoire. Mais si vous voulez absolument lui donner des clés qu'elle ne veut pas, vous pensez qu'il faut absolument lui dire certaines choses sur le passé? C'est-à-dire qu'elle me reproche beaucoup de choses du passé. Donc moi, je vais essayer de lui expliquer vos choix, pourquoi vous avez fait comme ça. Pourquoi j'ai fait comme ça, et elle. Elle veut pas l'entendre. Elle ne veut rien entendre. Comprends. De toute façon, elle n'entend que la version de son père. Ouais, d'accord. Donc vous êtes prise dans ce, et elle voit toujours son père. Donc oui, son père a beaucoup plus de poids auprès d'elle. De poids que moi, oui. Et donc elle n'écoute pas les deux. Elle a fusionné. Non. Ouais. Elle a pris parti pour son père. Elle m'a dit, de toute façon, papa m'a dit que tu étais folle. Oui, c'est difficile à entendre ça pour vous. Parce que j'avais essayé, il y a plusieurs années, j'avais essayé de parler avec elle et je lui avais dit, écoute, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu du passé. Alors elle m'a dit, vas-y, je t'écoute. De toute façon, papa m'a dit que tu étais folle. Oui, alors dans ces cas-là, vous lui dites, à ce moment-là, je ne peux pas te parler. Prenez-la son propre piège de sa croyance. Oui, mais c'est pas trop difficile. C'est quand même assez difficile de parler quand à ce moment-là, on est dans l'émotion. Vous avez complètement raison, Hélène. Bien sûr. Oui. C'est très facile à dire là comme ça avec le recul. Mais après, bien sûr. Il y a une telle émotion qu'on peut. Oui, il y a toute la colère du passé qui remonte, qui vous prend à la gorge. C'est très très difficile. Oui, c'est très difficile. Et vous ne pouvez finalement que vivre cette réalité avec toute la difficulté. Comme les rapports avec elle sont comme il n'y a pas du tout de relation, pas de relation, j'essaie de rester en relation avec mes petits enfants qui essaient de me parler, mais avec qui je peux de temps en temps parler, et de temps en temps qui sont extrêmement froids avec moi.
Tiens, d'accord. Hélène, on se quitte quelques instants. Hein, je vous reprends juste après et on va reparler justement de vos petits-enfants. C'est intéressant par rapport aux ours en plus, justement. D'accord, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Rebonsoir Hélène. Bonsoir. Alors, Oui. vous me disiez que vous aviez un lien avec vos petits-enfants. Oui, plus avec les deux petites filles, parce qu'il y a un petit garçon aussi. Avec les deux petites filles, un petit peu plus. Mais il y a des fois où quand je leur téléphone, elles m'envoient sur les roses. D'autres fois, elles acceptent de me parler un petit peu. Là, au moment de la rentrée des classes, c'était un petit peu plus facile. J'ai pu parler un petit peu parce que c'était la rentrée des classes. Ouais. Mais les rapports sont quand même... Mais quelquefois, je leur demande de m'appeler... Mais jamais elle ne m'appelle. Hein. Oui, mais si c'est compliqué entre vous et la maman, vaut mieux que ce soit vous qui continuez à les appeler. Alors je continue à les appeler. Oui, c'est bien. Oui, ne lâchez pas ce lien-là. Elles seront contentes en grandissant de vous trouver. Elles ont quel âge là, vos petites filles ? Il y en a une qui a 17 ans, l'autre 15 ans et le dernier 9 ans. Oui. Et vous avez le lien avec ces 3 enfants depuis leur naissance quasiment ? Oui, mais avec le dernier, j'ai pas eu je le connais beaucoup moins que les autres parce que j'allais beaucoup moins voir ma fille ces dernières années parce que ça se passait pas très très bien, parce que ma fille ne peut pas s'empêcher d'être extrêmement agressive avec moi, de me dire des choses qui sont méchantes. C'est de temps en temps tout va aller bien, puis tout d'un coup je vais avoir une réflexion méchante. Est-ce qu'elle n'est pas en souffrance quand elle est méchante envers vous ? Qu'est-ce que ça témoigne ? Parce que souvent, un enfant agressif avec un de ses parents témoigne souvent de quelque chose qui le fait souffrir. Je pense qu'il y a quelque chose qui le fait souffrir. Je pense que ces dernières années, elle ne devait pas aller très très bien. Enfin, je sais pas, parce que mon petit-fils, le dernier petit-fils, quand il était très très jeune, je n'ai jamais réussi à parler avec lui. Jusqu'à l'âge même de 6 ans, à tel point que je me demandais s'il n'avait pas des soucis. Ah oui. Je me souviens de lui avoir offert un cadeau de Noël. J'étais venue pourtant au mois de février. Je lui tends le cadeau, il me l'arrache des mains, sans me dire merci. À cette époque-là, il avait bien 6 ans. Oui. Et je me suis dit quand même, Et c'est vrai que je ne pouvais pas parler avec lui. Et à 8 ans, les choses sont rentrées dans l'ordre. Il réussit à parler maintenant. Mais je trouve que c'est quand même un enfant... Enfin, moi, quand je vois cet enfant-là, je le trouve triste quand même. Je trouve que c'est un enfant triste. Je l'ai jamais vu vraiment éclater de rire. Enfin, je le trouve triste, voilà. Oui, je comprends, Hélène. Et sans doute, vous voyez que voilà, ces rêves d'ours en peluche ont à voir en tout cas avec votre famille, enfants, petits-enfants, avec ce lien qui est difficile, qui est intermittent, où vous vous sentez coupé d'eux. Ouais. Oui, je suis coupée d'eux. Hein. Moi, j'essaie d'établir le lien, mais quand je téléphone, je me suis dit, bon, quel accueil je vais avoir aujourd'hui ? Oui, il y a de la peur, hein, parce que dans votre rêve, il y a de la peur. C'est chez vous, mais vous ne voulez pas que ce soit chez vous. Oui. Donc forcément, vous êtes dans une forme d'ambivalence à vouloir ce lien tout en le redoutant. Ah oui, forcément. Tout en le redoutant, oui, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Parce qu'il y a quelquefois quand je raccroche après les avoir eus, je suis pas toujours très bien. Hein. Ah oui. Parce que vous vous imaginez que les choses devraient être autrement. C'est ça qui fait souffrir. Oui. Mais elles sont ce qu'elles sont. Quand mes petites filles étaient plus jeunes, elles étaient totalement différentes. Elles étaient beaucoup plus câlines. Hein. Elles étaient beaucoup plus câlines avec moi. Et elles prenaient ma défense devant leur fille. Hein. Devant leur mère, devant leur mère. Oui, je me souviens de ma petite fille qui m'avait dit « À toi, mamie, tu dis la vérité. Hein. À toi, je suis sûre que tu mens pas. » Et l'autre qui avait dit à sa mère « Tu parles pas comme ça à ta mère. » Maintenant qu'elles grandissent, elles sont peut-être plus proches en étant elles sont beaucoup plus proches de leur mère. Oui. Maintenant, elles étaient toujours proches de leur mère parce qu'elle a très bon rapport avec ses enfants. Hein. Oui, elle a très bon rapport avec ses enfants. Des rapports que j'ai jamais eu avec elle. Voilà. Et Hélène, il n'y a que le temps et la constance dans votre présence.
tranquille, apaisé, qui peut faire la différence. Dans ce genre de situation, c'est pas d'expliquer le passé, c'est pas d'essayer de prouver quoi que ce soit ou bien sûr évidemment pas de faire des reproches, mais d'être constant dans une présence affectueuse, celle que j'entends que vous avez envie d'avoir, mais sans attendre, parce que c'est votre affection qui compte là. Vous faites quelque chose pour vous, pas pour eux. Et ça vous reviendra à un moment donné. Parce que qu'est-ce qui se passera? C'est que ces petits-enfants, peut-être même votre fille, qui à un moment donné, quand même dans un divorce, sera peut-être contente de trouver sa maman à un moment donné. Et puis, faites la différence par qui vous êtes, parce que même si le père vous accuse de certaines choses et notamment d'être folle, il faut que votre fille et vos petits-enfants puissent se rendre compte simplement que c'est pas vrai, juste en vous voyant. De toute façon, ils sont bien obligés de se rendre compte que j'ai quand même une vie totalement normale. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est pour ça. Je ne sais pas, tous les faits montrent bien que... C'est ça, mais soyez constante du coup dans votre amour, c'est-à-dire n'essayez pas de prouver quoi que ce soit, il n'y a rien à prouver, c'est ce que vous êtes en train de dire, il n'y a rien à prouver, la vie parle d'elle-même, ayez confiance là-dedans, ayez cette confiance là-dedans, que vous ayez plus à vous battre par rapport à ça. Et ça c'est difficile quand même. Oui, mais les plus, vous voyez, c'est un signe d'amour et de tendresse. Donc c'est un signe fort dans votre rêve. C'est un besoin que vous réprimez. Ils sont là, vous les mettez dehors, ils vous font peur. Il y a comme si vous en avez tellement besoin que ça vous fait peur. C'est tellement important pour vous que vous préférez le mettre à distance plutôt que d'en souffrir, ce qui peut tout à fait se comprendre. Mais laissez-vous aller à cet amour et cette tendresse que vous avez au fond du cœur, qui est bien là. Et je pense qu'effectivement, sur l'histoire de l'insecte, c'est plus l'histoire de votre compagnon, il me semble. Oui. En tout cas, Hélène, je vous souhaite d'avancer. Quand vous avez comme ça des rêves, même, et je le dis aux auditeurs, tout aussi perturbants qu'ils puissent apparaître. C'est vrai que celui-là, il m'a quand même beaucoup marqué. Oui, parce qu'il porte des messages et que vous pouvez vous-même les décoder en faisant des liens, en cherchant qu'est-ce que ça représente pour vous. Chacun peut faire ce travail-là avec lui-même. Parce que ce sont des symboles qui ne parlent rien qu'à nous. Alors après, moi, je vous prends des images comme ça, mais ça reste quand même très singulier. Donc une interprétation de rêve, c'est toujours avec le vécu de la personne, avec quelquefois un événement de la veille qui a déclenché le rêve, ou un événement 2-3 jours avant. Et le rêve vient délivrer un message, et en même temps, il vient réparer. Il vient faire son travail. Il fait son travail, le rêve. Donc c'est important de le laisser tel qu'il est, voilà. Oui. Merci à vous, Hélène, de nous avoir appelés ce soir. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir. Au revoir. Alors, un message pour vous, Hélène, les auditeurs aussi, se mettent aussi dans l'interprétation de votre rêve. Et Alcor dit, c'est aussi l'occasion de renouer avec sa petite fille intérieure. L'ours, la douceur, recherche, besoin de paix intérieure. C'est aussi une piste. Après, ce sont des pistes qu'on vous donne, évidemment, Hélène, et vous trouvez la bonne. Personne n'a vraiment raison, puisque c'est vous qui savez. Et puis, il y a un autre auditeur qui dit, qu'il a regardé dans le livre des rêves, et rêver d'un ours en plus signifie tendresse et amour, et être sur un balcon. Alors il n'y a pas la suite parce que les SMS ont des ont des signes, je trouve plus mes mots, un certain nombre de signes, et donc sur un balcon signifie amélioration. Merci à vous en tout cas de participer à cette enquête, parce qu'un rêve c'est toujours un peu une enquête, voire un rébut qu'on déchiffre, et c'est toujours effectivement passionnant. Bonsoir Martine. Bonsoir. Bienvenue. J'ai perdu un fils au mois de septembre, il y a 3 ans, au mois de septembre 2014, d'un glioblastome, c'est-à-dire un cancer du cerveau très invasif. Oui. Bon, il avait 2 petites filles de 6 et 9 ans. Et en passant au point positif, j'ai une belle fille admirable qui s'occupe de ses petites filles, qui prend les bonnes décisions. Mais une mère courage, Une mère courage. Je lui dis, je lui fais de temps en temps, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Je lui dis que franchement, j'apprécie. C'est formidable ça. Formidable. Mais
Le gros problème est avec mon mari. Se passe avec mon mari. Oui. Si vous voulez, depuis... Bon, je vais un petit peu définir comment il est. Oui. Je sais que chacun a ses défauts et ses qualités, mais c'est quelqu'un d'autoritaire, d'impatient, d'impulsif, qui peut être violent. Oui. Et je peux même dire que, bon, plusieurs fois, ça s'est mal passé entre nous deux. Oui. Ça pouvait aller très loin. Il pouvait être violent avec vous? Oui. Et si vous voulez, donc, quand on allait sur la tombe de mon fils, je sais pas... parce que j'ai mis 1 mois et demi, je pense, j'ai entendu dire que j'ai mis 1 mois et demi avant de réaliser, si vous voulez, qu'il était vraiment parti, que je ne le reverrai plus, ce fils. Bien sûr, perdre un fils, c'est toujours épouvantable. C'est pas dans l'ordre de la nature, mais oui. Si vous voulez, c'est vrai que, bon. Et on allait, donc on allait sur sa tombe et je le dis, c'est vrai, je le répète, je passais pas mes journées à pleurer à la maison. Et bien sûr que quand j'allais devant sa tombe et que je voyais son nom, Olivier Redon, sa date de naissance et la date de son départ, ça vous bouleversait? Ça me bouleversait. Et bien sûr, s'en suivait quelques larmes. Et mon mari me disait, ça suffit, arrête. Et inutile de vous dire, je lui ai dit, tu me doubles ma peine quand tu me dis ça. Donc, j'ai fini par prendre la décision, par lui dire, écoute, nous irons chacun de notre côté au cimetière. Voilà. Mais, si vous voulez, depuis, c'est vraiment une vie très difficile entre nous deux. Je pense qu'il ne supporte absolument pas que je pleure. Pour moi, c'est une grande solitude et j'ai vraiment l'impression que nos chemins se séparent. J'ai du mal à le supporter. Et pourtant, je le dis, je n'envisage pas tellement la séparation, bien que parfois, je ne sais pas si ça va pas être la solution, mais je le dis, pour moi, la famille, c'est la famille. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai 68 ans et que je suis encore attachée à... Bien sûr, oui. À certains, je ne sais pas, je veux dire... Toute une vie, il y a toute une histoire de couple, de famille, bien sûr. Bien sûr. Ceci dit, c'est vrai que il y a quelque chose aussi que je vais dire que c'est peut-être pas le mot, mais que je traîne depuis, on va dire, juste avant mon mariage. Ma belle-mère m'a dit, vous allez pleurer, vous pleurerez. Et évidemment, quand elle m'a dit ça, j'ai essayé de me renseigner un petit peu auprès de ces familles de gens que je connaissais et elle n'était pas très bien, avec qui je me sentais à l'aise pour le leur demander. Bon, il m'a été répondu que, bon, je vais dire que non. Mais toujours est-il que c'est vrai que souvent, c'est le cas. Et je me réfère, et ça lui plaît pas, et c'est vrai que c'est peut-être pas, je veux dire, une bonne idée, mais je lui dis, tu vois, ta mère me disait, en effet, mais je me rends compte que c'est vrai. Bon, je suis quelqu'un de sensible, c'est sûr. Je vais ajouter aussi un fait très important pour moi, c'est que j'ai une grand-mère qui, dans les années 30, la mère de ma mère, avait été internée à Paris parce qu'elle habitait Paris. Et puis, après la naissance de son second enfant,
avait fait une grosse déprime. Je ne sais pas trop exactement, mais je pense, et elle est restée internée longtemps. Je pense qu'elle a dû faire du délire, certainement. Ma mère, parce que j'ai essayé de questionner ma mère et elle me disait oui, c'était de la dépression. Enfin, toujours est-il qu'elle est restée longtemps internée. Ma mère avait réussi, si vous voulez, à la faire sortir de Sainte-Anne pour aller passer ces dernières années dans une maison de retraite dans les Deux-Sèvres, parce que mes parents habitaient à Poitiers, donc pour pouvoir la voir. Et alors moi, qui est tempérament sensible, et c'est sûr que je traîne ça, je me dis que j'ai dû... Je ne sais pas hériter de ma grand-mère, parce que je vois une psy, mais elle me dit, elle a l'air d'aller contre. Moi, je suis pas tout à fait persuadée. Elle a l'air d'aller contre quoi? Le fait de dire que comme ma grand-mère était, si vous voulez, dépressive, une malade mentale certainement. Elle me dit, mais non, c'est pas votre cas. Mais vous y croyez quand même? J'y crois très fortement. Oui. Ah, très fortement, d'accord. Très fortement. Ça me poursuit. Je comprends. Bon, c'est vrai que j'ai eu 2-3 occasions dans ma vie où, à la naissance de mon second fils, parce que, si vous voulez, mes fils avaient 15 mois de différence, c'est vrai que c'était une grosse fatigue. Oui. De plus, j'étais institutrice et c'est vrai, ça demande énormément de... Oui. De tension nerveuse et tout ça, et ayant entendu ce bébé 6 mois après le premier, c'est vrai que j'ai pas été bien du tout quoi après. Et là vraiment je vis des moments extrêmement difficiles avec je le dis, je vois pas d'issue à ça. Mais parce que vous n'êtes pas en état, non, Martine, si vous voulez, de voir d'issue. Donc pas de décision. Oui, mais mais j'entends que vous n'êtes pas en état et il n'y a pas de décision à prendre. Il y a à prendre soin de vous. Ça, c'est une urgence, bien sûr. Et la façon de prendre soin de vous, c'est peut-être de regarder, tant mieux, voilà, si vous êtes en thérapie, d'aller regarder un peu plus près de ses croyances. C'est pas que votre psy ait raison ou pas, que vous ayez raison ou pas. Ce qui compte là, dans votre témoignage, Martine, c'est que vous dites, quand je vous dis vous y croyez, vous me répondez j'y crois fortement. Donc, forcément, c'est très important pour vous. Il y a 2 choses auxquelles vous croyez fortement. Il y a ça, il y a cette histoire de votre grand-mère, et puis il y a quand même une belle-mère, j'ai envie de vous dire, pas bienveillante du tout, qui on dirait, vous savez, la méchante sorcière dans Blanche-Neige, qui lance une malédiction en vous disant un truc épouvantable, vous allez pleurer, vous pleurez. Alors, et vous piquez le doigt à la quenouille, et vous me racontez La Belle au bois dormant, vous vous endormez, et puis ça fait des années que vous êtes emprisonné dans votre tour, alors vous dormez pas, vous pleurez, il me semble, et que vous espérez qu'on vous délivre de ce cauchemar. Mais vous vous sentez emprisonné. Moi, j'ai le sentiment que vous vous sentez emprisonné du côté de votre mari, c'est-à-dire par cette belle-mère, et du côté des femmes d'ailleurs, et puis du côté de cette grand-mère. Donc vous êtes prisonnière, là, de 2 histoires de femmes. Très sombre, très sombre. Alors, la question qui se pose à vous, c'est comment je reprends la liberté sur ma vie? Parce que on va parler, bien entendu, Martine. J'oublie pas votre mari et le deuil de votre fils, qui en fait est un événement traumatisant pour vous, qui réveille tout. Imaginez voilà, vous perdez un enfant, un fils où c'est vraiment pas l'âge, voilà, où il doit partir, et vous qui étiez comme ça dans ces inquiétudes qui étaient forcément déjà là avant. Ça vient vous percuter, l'événement vous percute alors que vous vacillez déjà. Et il se peut, et on va parler un peu également bien sûr de votre mari, de savoir comment il a vécu, mais il se peut que votre mari, lui, soit tellement inquiet par votre fragilité qu'il ne veut pas vous voir pleurer parce que ça le fragilise, lui, c'est vrai, dans sa douleur. Il n'est pas, je vous interromps un tout petit moment, bien sûr. Il n'est pas bien.
Mais non, il n'est pas bien. Je le vois bien. Mais c'est ça il ne l'extériorise pas, mais il me dit je suis fatiguée. Oui. Mais alors. Et du coup, il vous en veut. Je pense inconsciemment presque, il vous en veut d'aller si mal, parce que vous, d'une certaine manière, vous perturbez son chagrin. C'est-à-dire que lui, qui est un introverti, et vous me dites, voilà, autoritaire, impatient, impulsif, il doit être sans doute, j'imagine, terrassé par la perte de son fils, dont il ne sait plus comment agir, et il n'y a que vous en face de lui pour vous, pour vous engueuler, vous dire mais arrête de pleurer presque, mais c'est insupportable pour lui de vous voir pleurer parce que lui-même est emmuré dans sa douleur. Vous êtes tous les deux en prison, chacun. Alors, je vais vous dire, moi, ce qui est envisagé là, puisque donc je vois une psychiatre, que je considérais, avec qui j'échange, que je trouve qu'elle a des bonnes idées. Elle vous soutient, elle est là pour vous. Je la vois quand même depuis plus de 2 ans. Oui, c'est bien. Une personne vraiment avec qui je suis à l'aise. Très bien, ça c'est très important. Mais là, on en arrive à un point parce que ça fait 3 ans. Bon, je vous dis, c'est vrai qu'il y a des journées qui sont mieux, il y en a d'autres qui sont moins bien. Oui. Et là, en ce moment, c'est n'importe quoi. Oui. Ce matin, je me suis levée, c'est vrai, j'avais l'impression que j'étais dans le brouillard, j'avais l'impression de bien dormi. Je m'étais levée plus tard que d'habitude. Et alors, bien sûr, à un moment, parce qu'il est comme, si vous voulez, je ne peux pas dire que c'est un mauvais mari, parce que il voit bien, il le sait, il voit bien que je suis absolument pas bien du tout en ce moment. Mais oui. Et c'est lui qui fait les courses, c'est lui qui fait pratiquement les repas. Enfin bon, si vous voulez, il est attentif, mais il me dit je suis fatiguée, il n'en peut plus. Je pense que peut-être que de faire tout ça, de me voir comme ça, c'est sûr. Oui, alors non, je dis pas ça. Attention, Martine, je suis pas du tout en train d'essayer de vous culpabiliser. C'est pour vous donner un élément de compréhension. Oui. Mais je vois très bien que vous le comprenez. Ce que je vous propose, Martine, bien entendu, c'est qu'on poursuive là notre échange. On s'interrompt quelques minutes pour le journal. D'accord. Et puis on avance ensemble, juste après le journal. À tout de suite. À tout de suite, Sophie, oui. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Sophie Peters sur Europe 1. C'est votre rendez-vous de la nuit qui se poursuit sur l'antenne d'Europe 1 pour parler librement de ce qui vous préoccupe, vous empêche peut-être de trouver le sommeil. Venez ici au 3921 nous confier vos attentes pour que nous prenions ensemble le temps d'étudier comment vous pouvez y répondre. Thomas et Corentin accueillent vos appels au 3921 et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. Venez réagir par SMS également au 7 39 21 précédé du mot nuit ou par mail europe1.fr ou sur ma page Facebook Sophie Peters. Nous sommes heureux de partager ce moment privilégié avec vous. 39 21, je suis à votre écoute. Sur Europe 1, Sophie Peters vous écoute et vous accompagne. Bonsoir Martine. Vous êtes là encore. Sophie. Oui. Donc, alors, je vais finir un petit peu. Oui, vous aviez des choses à me dire. Oui, j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous dire parce que les auditeurs ont réagi pendant les informations et j'ai quelques messages pour vous. Alors, il y a René qui dit vous vous identifiez peut-être à vos ancêtres pour trouver une cause à votre mal-être, mais c'est en vous que tout se passe. Et d'ailleurs, Monique ajoute j'ai
pas l'impression que votre chagrin est un lien avec une quelconque maladie mentale. Vous vivez une terrible épreuve. Il est normal de s'écrouler. Courage à vous. Et Fan, qui rajoute perdre son enfant, c'est la chose la plus difficile au monde. Il est normal d'être triste. La vie ne peut être identique à celle d'avant, mais elle peut être différente. J'accueille sincèrement vos pleurs, dit Fan. N'écoutez pas trop les dires des personnes négatives. Vous savez, les phrases assassines. Ces phrases, il ne faut pas les accueillir en tant que réalité. Elle est tout autre. Et puis Alcor qui dit, votre mari semble souffrir beaucoup aussi. Vous avez besoin de vous soutenir, non de vous opposer, que chacun comprenne l'autre et la guérison sera plus rapide. Et c'est un peu là-dessus que j'avais envie de débuter avec vous de nouveau. C'est-à-dire de voir avec vous comment, de vos chagrins, peut-être que cette terrible épreuve que vous vivez, ce fils qui est parti, et si c'était pour vous, le moment était venu d'enterrer justement des années où vous lui envoyez le message « tu me fais pleurer » et lui vous envoie le message « arrête de pleurer ». C'est-à-dire que vous êtes coincés tous les deux là dans quelque chose et peut-être que ce deuil terrible qui s'abat sur vous deux vient vous dire, vous demander presque de faire la paix. C'est vrai, mais je sais pas, je crois que c'est difficile et je ne vois vraiment pas comment. Je comprends parce que vous avez besoin d'être aidé pour ça. Oui. Vous parliez de la personne qui m'aidait. Alors parce que si vous voulez, voilà où j'en suis, Sophie. Ma psy finit par me dire, elle envisageait plus ou moins, on va dire susurrait, il faudrait peut-être se séparer ou finalement la dernière solution c'est d'aller en maison de repos. Alors, inutile de vous dire que... Ça vous panique, ça? Ça me panique par rapport à ma grand-mère. Mais parce évidemment... que je lui ai dit, moi aussi, je suis une malade mentale. Mais elle m'a dit, non, vous n'en êtes pas une. Non. C'est parce que vous avez du chagrin d'avoir perdu votre fils. Et j'en ai... si vous voulez, si ça doit m'arriver, je pense que... Franchement, l'année dernière, il en était question. Je lui ai dit, écoutez, docteur... Je suis prête jusqu'à maintenant. Non, c'est pas pour vous, ça. Je suis prête à partir, à aller quelque part. Mais j'ai honte que mes amis l'apprennent. Oui, Martine. J'ai peur de faire de la peine à mon fils, parce que j'ai encore un fils et ça me... Mais c'est la seule solution que je vois. C'est pas la seule solution. Non, c'est pas la seule solution. Et il me semble pas que ce soit la bonne, Martine. C'est pas la bonne. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous validez votre croyance si vous faites ça. Et que moi, j'ai le sentiment ce soir, pour vous avoir dans cet état-là, de vous entendre vraiment, très très bouleversé, très dans l'émotion, que ce qui s'ajoute au deuil que vous vivez, c'est cette angoisse dramatique, vraiment presque traumatisante, de répéter une histoire familiale. Et je crois que vraiment il y a quelque chose qui est coincé là et qui ne vous aide du coup pas du tout à vivre ce deuil. Alors je dirais pas sereinement, ça peut pas se vivre sereinement le deuil d'un enfant, mais en tout cas d'être pleinement dans la vraie tristesse et pas dans celle de la panique de dire, vous comprenez, vous êtes totalement coincé dans si je suis triste, alors c'est que je suis potentiellement folle. Et vous en oubliez la cause. Donc vous faites un lien qui est un lien terrible pour vous et qui vous empêche de vivre votre tristesse. Parce que plus vous êtes triste et plus ça vous angoisse. Oui, mais Sophie, comment voulez-vous que je vive ma tristesse avec un mari qui me dise ça suffit, non, c'est pas votre mari. Non, vous n'avez pas... Je peux pas la vivre. Mais il y a plein de façons de vivre une tristesse. Lui-même a la sienne. Lui, ce qu'il a, c'est que chacun, là, dans le couple dans lequel vous êtes, chacun rend l'autre responsable de ce qui lui arrive. Lui, il dit... arrête d'être triste parce que lui ça l'oppresse et vous dites il m'empêche de vivre ma tristesse, du coup je vais encore plus mal. Donc vous vous coincez là tous les deux. Alors il y a deux choses que vous pourriez faire, Martine. La première, et voyez avec votre psychiatre si elle le pratique, ou trouvez un praticien qui le fait, ou parlez-en avec votre psychiatre, ce serait bien que vous fassiez une séance de MDR.
Voilà. Le MDR, vous savez, c'est le mouvement de désensibilisation des traumas par le mouvement des yeux. C'est approuvé par l'OMS, par l'Agence nationale de santé. Ça travaille sur le cerveau des émotions, donc sur votre cerveau qui est le même que celui dans lequel vous dormez. C'est donc un cerveau qui répare. Et vous êtes en état de trauma. Vous avez besoin de travailler ça par ce chemin-là, qui est le chemin émotionnel. Donc ça, c'est déjà... J'ai envie de vous dire la première prescription qu'il vous faut. Fait, ça, Voyez avec votre psychiatre, soit elle est formée, et si elle n'est pas formée, demandez-lui un praticien qui est formé, ou trouvez près de chez vous quelqu'un qui est formé. Il y a l'annuaire MDR France, vous regardez dedans, vous trouverez un praticien. Oui. Et puis, mais ça, c'est pour moi, docteur Sophie. Oui, c'est pour vous. Et puis, la deuxième chose également, et voir peut-être aussi avec votre psychiatre, et si votre mari en est d'accord, et vraiment, moi je trouve que plutôt que d'envisager une séparation à votre âge, dans l'état où vous êtes, mais ça va, c'est comme la maison de repos. Là, vous me donnez deux voies qui sont les pires pour vous, qui vont encore plus vous fragiliser. Les pires pour moi. Je peux vous dire, voilà ce que j'ai dit. De toute façon, pour moi, il y a deux solutions. Ou on arrive à s'en sortir tous les deux, à rester ensemble, ou je rejoins mon fils. Ouais. C'est pas compliqué. Mais je le sens bien. Moi, je ne veux pas me lancer. Non, mais vous n'êtes pas d'attaque. Non. Dans une séparation. Non. Et vous pensez que lui, pas capable mais bien sûr, je me sentirais pas capable de l'assurer. Évidemment. Et votre mari, lui, il vous parle de séparation, vous sentez? Ah oui, on en parle, oui. Vous en parlez. On en parle. D'accord, très bien. Très bien, si vous en parlez, il est temps, si vous en êtes d'accord tous les deux, et ça me semblerait vraiment très judicieux pour vous deux, c'est de faire quelques séances de thérapie de couple. Allez voir un thérapeute de couple ensemble. On est allé déjà une fois, Sophie. Oui. Quand? Et moi, avant le décès de votre fils. J'étais vexée par ce qui a été dit. C'est quelqu'un de bien pourtant. Et on a dû faire 2 séances. Oui. Et je n'ai pas voulu poursuivre. C'est dommage. Je ne sais pas s'il faut reprendre. Mais oui, bien sûr. C'était quand? Après le décès de votre fils ou avant? C'était il y a longtemps? C'était après le décès de mon fils. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous vous êtes senti quoi? Pas respecté? Que, si vous voulez, en fait, je vais dire tout simplement qu'elle donnait, par rapport aux propos de mon mari, qu'elle lui donnait raison et que moi j'avais tort. C'est le sentiment. Alors, c'est très délicat. Et j'entends tout à fait ce que vous dites. C'est vrai que dans les thérapies de couple, quelquefois c'est délicat parce que il y a un des deux qui ressent ça et qui se sent coincé. Ouais. Est-ce que quand vous avez senti ça, c'est pas une histoire d'avoir raison ou pas. Si vous sentez ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est touché chez vous et qui est forcément juste. Est-ce que vous lui avez dit à la thérapeute, écoutez, j'ai le sentiment que vous lui donnez raison contre moi et ça, j'arrive pas à le supporter. Est-ce que ça, vous l'avez dit? Pas du tout. C'est dommage. Parce que c'est important que le professionnel qui, peut-être, n'a pas réalisé, puisse prendre en compte, parce que vous êtes en souffrance quand vous dites ça. C'est une vraie souffrance de pouvoir dire, écoutez, j'ai le sentiment que vous donnez raison quand on est dans une thérapie de couple. Oui. C'est complexe. Alors, quelquefois, vous avez des thérapeutes qui font des thérapies à 2 thérapeutes, hommes-femmes, face à un couple. Et c'est très aidant parce que ça permet des transferts croisés. Monsieur peut se sentir écouté par madame la thérapeute, madame peut se sentir écoutée par monsieur le thérapeute, ou vice-versa. Monsieur est écouté par monsieur, madame est écoutée par madame. Donc ça, si vous tombez sur une équipe, ça c'est vrai que souvent c'est plus confortable. Moi j'habite, si vous voulez, à la banlieue, dans la banlieue d'Angers et... Bon, ça se pratique peut-être plus dans des grandes villes, non Non, pas forcément. Il suffit que des thérapeutes pratiquent ça ensemble. Mais si vous trouviez que cette thérapeute de couple, vous la trouviez bien, vous aviez quand même confiance en elle. Oui, c'est sûr. Je pense que c'était quelqu'un de compétent. D'accord. Tout à fait. Bon, alors pourquoi pas y retourner en disant voilà, j'ai très mal vu. On a fait 2 séances avec vous et je dois vous avouer que je les ai mal vécues. J'ai eu ce sentiment-là. Il faut que vous puissiez le dire, ça. Parce que sinon, vous ne pouvez pas avancer dans le travail. Non. Et Sophie, mais je pense qu'on va pas pouvoir certainement continuer longtemps toutes les deux. Se greffe à tout ça des problèmes de famille. Oui. Vraiment très lourd. C'est
je pourrais dire que je vais employer le terme, ça me pourrit la vie. Oui, ben voilà. Et je sais pas si je peux aller très vite pour vous dire. Oui, quel type de problème? À l'origine, si vous voulez, mes parents avaient un garage. Mon frère a pris la suite. Bon, une affaire, on va dire, de moyenne importance, quand même. Mes parents sont décédés. Mon papa au mois de mai, l'année où mon fils est décédé. Ma mère au mois de juin, mon fils au mois de septembre. Oula. Bon, donc vous avez perdu vos deux parents et votre fils. Non mais attendez, Martine, vous avez perdu vos deux parents et votre fils en l'espace. La même année. Oui, bon, alors, vous voyez, là vous me refaites un tableau qui a de quoi pour vous chambouler complètement. Oui, et j'ai vu ma mère mourir et j'étais toute seule avec mon fils quand il a perdu la vie. Voilà. Ouais, bon, Martine, c'est trop lourd toute seule. Je vais vous dire, j'ai relativisé pour mes parents. Mon père avait 95 ans, ma mère 90 ans, ils avaient fait leur vie. Oui, c'est vrai. Et pas mon votre fils. C'était tout autre chose. Je savais qu'il était très malade et qu'il fallait qu'on soit près de lui qu'il fallait espérer. Il pouvait y avoir d'espoir. Il était encore vivant. Mais ceci dit, c'est vrai que c'était 3 personnes à quelques mois d'intervalle. Oui, c'est beaucoup. Donc, pour en revenir à mes parents, qui avaient donc cette affaire-là, mon frère a pris la suite. Et ma sœur, j'ai une seule sœur avec qui j'ai 15 ans de différence, a pris la suite de ma mère, qui était la comptable de l'affaire. Bon, c'est une petite entreprise, je sais pas, d'au moins 15 personnes, bien. Et il se trouve que mon fils, qui me reste, travaillait dans l'affaire. Il y avait un parc de voitures d'occasion assez important et c'était mon fils qui était responsable de la vente de ces voitures. Bon, c'est pas parce que c'était lui, il se débrouillait, on va dire, bien. Mais mon frère a eu un comportement détestable vis-à-vis de lui. Il y est resté 16 ans. Je souffrais pour mon fils parce que je savais que c'était pas facile. Je me disais comment fait-il pour tenir le coup. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il en est parti. Alors, ça a été un peu la catastrophe parce que mon frère comptait et partait en retraite. Il était en âge de partir en retraite et il comptait sur mon fils. Ouais. Mais ça faisait déjà 2 ans que mon fils lui disait « Je ne vais pas rester ». Mon frère n'a pas anticipé. Donc ça a entraîné une zizanie incroyable. Moi, mon frère ne me parle plus. Parce qu'il en veut bien à votre sûr, fils. je suis la mère de mon fils. Oui, il lui en veut. Ouais. Et quelque part... Évidemment, j'en suis pas responsable. Bien sûr. Et moi, si vous voulez, alors ma sœur est, entre les si deux. vous voulez, quand mon fils est décédé, en sortant du cimetière, elle m'a dit, Martine, tu m'appelleras, si tu ne m'appelles pas, je t'appellerai. Enfin, pour moi, c'était pas à moi de l'appeler, c'était à elle de m'appeler. Jamais une fois elle m'a contactée, jamais. Et c'est une sœur, donc 15 ans de différence, que j'ai élevée parce que mes parents travaillaient, que j'ai élevée jusqu'à ses 6-7 ans. Je m'en suis occupée autant que ma mère parce qu'elle travaillait. Elle ne me doit rien, mais elle a un comportement insupportable avec moi. Et mon frère est pitoyable avec ce qui vient d'arriver, là, avec mon fils qui est parti. Alors, je vous jure, c'est un contexte, c'est un contexte difficile, mais vous leur donnez... c'est un peu comme si ils s'étaient ligués contre vous pour vous pourrir la vie, d'une certaine manière. Oui. Et dans ces cas-là, on décide aussi... de la façon dont on vit ce genre de situation, parce que et vous le savez parce que vous l'avez dit, c'est aussi leur situation à eux, c'est-à-dire que
d'une certaine manière, c'est votre fils, et donc ne rentrez pas dans ces jeux-là. Donc, bon, attention, hein, on donne aux autres un pouvoir sur nous, quelquefois à notre insu. Ne leur donnez pas ce pouvoir de vous faire encore plus de mal que vous n'en avez déjà. Oui, mais enfin, je sais pas, je entrevois ce que vous voulez me dire, mais moi, en fait, si vous voulez, ce qui me touche le plus dans tout ça, c'est que finalement, je me dis, bon, il ne me restait plus qu'eux, je n'ai plus de famille. Ma mère, ma sœur m'avait bien dit, après, quand maman sera partie, tu seras ma petite maman, étant donné que, bon, moi, j'étais beaucoup plus âgée, et que maintenant... D'accord, j'entends. Si vous laissiez tomber un peu aussi quelques histoires de principe, et si vous recontactiez votre sœur, parce que vous en avez besoin. Elle vous répond pas? Mais quoi? Bon, écoutez, je sais pas, je vais dire un mot, peut-être que bon, comme c'était la petite dernière, vous savez, bon, ma mère me disait, c'est mon bâton de vieillesse, je veux pas dire que, je sais pas, puis je peux pas non plus, je vais pas continuer là-dessus, j'ai eu une maman très particulière. Martine. C'est elle qui était le chef de famille, le patron du garage, je peux dire. Et mon père était complètement... c'est un papa, en fait, que j'ai pas pu apprécier à sa juste valeur, parce que ma mère... d'ailleurs, ma mère était sa mère. Mon père était son enfant, certainement. Je ne sais pas si c'est parce que elle a vécu ces conditions difficiles d'hospitalisation là de ma grand-mère. Bon, elle était assez jeune quand ça s'est passé. Ils ont été placés chez des grands-parents, et c'est quelqu'un qui était très dur, très... si vous voulez, jeune fille, je pouvais pas recevoir une lettre de garçon. Elle me la déchirait devant les yeux. Hein. Tu me disais, tu la liras pas, celle-là. Hein. Je peux pas vous expliquer. C'est vraiment, je pense que j'ai eu une jeunesse. J'ai pas été battue, mais il y avait pas de tendresse. Psychologiquement, c'était, il y avait pas de tendresse. J'avais envie de dire, il y avait pas d'amour. Martine, j'ai le sentiment que vous fantasmez, vous aimeriez une famille que vous n'avez pas et que vous n'avez pas eue, et que vous vous accrochez à ce qu'il en reste de désespoir. Après, surtout, je pense que le deuil de votre fils ravive ça, une espèce de fantasme de famille unie où tout se passerait bien. Bon, il y en a pas beaucoup des familles comme ça, d'une part, ce que me dit ma fille. Et d'autre part, la réalité, hein, et on sait bien combien nous, les êtres humains, on a du mal avec cette réalité, parce que oui, il y a ce qu'on aimerait, il y a ce qu'on rêve de vivre, et puis il y a ce qu'on vit réellement. Alors, concentrez-vous. Suis-je tellement attachée à ces liens familiaux? Parce qu'il vous a manqué, Martine. Et parce qu'il vous a manqué. Il vous a manqué, vous le cherchez. Alors, c'est pas le moment de vous séparer de votre mari, mais de construire dans l'ici et maintenant et dans le réel que vous avez avec votre fils, votre belle-fille, votre mari, c'est-à-dire ceux qui vous sont les plus proches, avec lesquels ça se passe bien. Et j'inclus quand même votre mari dedans parce qu'il est encore là. Hein, et donc, voilà, vous êtes là ensemble. Ne vous faites pas plus de mal que vous n'en avez. Il est temps, et vous avez ce pouvoir-là, Martine, et on l'a tous, de remettre de l'amour là où il y a besoin d'amour, tout de suite, dans l'ici et maintenant, dans la réalité. Donc c'est vers ça que vous devez aller. Que la maison de repos, c'est pas la solution? Il me semble pas, avec ce que vous me racontez, maintenant, si vous êtes vraiment très fatigué, mais ça avive tellement votre crainte que ça vient poser une action sur ce que vous redoutez le plus. Donc, je ne pense franchement pas que ce soit une bonne idée. Vous allez valider votre croyance. Et quand je vous entends beaucoup plus calme maintenant, Martine, et que je sens que quand vous êtes écoutée, vous arrivez à vous calmer, c'est que vous avez vraiment besoin, de soutien, d'être écoutée, et pas d'être estampillée effectivement malade ou vulnérable, mais juste qu'on soit là pour vous. Donc resserrez les liens que vous avez. C'est ça dont vous avez besoin. Et ce qui me manque le plus, moi je vous disais que j'étais institutrice, et c'est un métier. Ce que j'ai le mieux réussi de ma vie, ça a été mon travail.
j'aime beaucoup le contact avec les gens. Mais vous avez des petits-enfants aujourd'hui. Les enfants, les parents. Et ça a été pour moi, et bien sûr, et vous avez des petits-enfants. Quand la retraite est arrivée, Oui, mais vous avez des petits-enfants aujourd'hui, Martine. Oui, mais qui ne sont pas proches. Poitiers, moi j'habite à Angers, Poitiers. Bon. Et puis je suis du genre, je veux pas trop non plus. Oui, mais là vous faites des nœuds. Ne vous faites pas des nœuds, Martine. Eh ben, il y a peut-être un projet, je sais pas, de vous rapprocher d'eux avec votre mari, parler de ça. Il y a des projets ensemble, des projets familiaux auprès des gens que vous aimez. Trouvez un projet avec votre mari qui va vous faire du bien, mais qui soit un projet d'affection, de famille. Concentrez-vous là sur votre petit noyau dur là, un petit noyau qui m'a l'air solide malgré tout. Hein, votre belle-fille, votre fils. Ah voilà. Oui, ma belle-fille, je peux vous dire que... Eh bien alors, faites des projets autour de ça. Sur mes 2 petites filles, l'aînée... Pour l'aînée, il y a de gros soucis. De gros soucis. C'est une petite fille qui a besoin d'être suivie en classe. Elle a une grand-mère. Elle a une grand-mère. Martine, j'espère que vous garderez un peu ce qu'on s'est dit. Regardez du côté de l'EMDR. Pour vous, des séances vous feraient vraiment du bien. Et une thérapie de couple avec votre mari. Et prenez compte de cette réalité difficile. Arrêtez de regarder derrière. Regardez là où vous en êtes aujourd'hui. Oui, mais c'est ce que mon mari me reproche, de regarder derrière. Mais il n'y a pas de reproche. Ne soyez pas là à dire il me reproche ça, etc. Repartez pas là-dedans. Prenez comme c'est là, d'accord ? Bon courage à vous, Martine. Merci à vous, Sophie. Allez, vous êtes solide. Un petit oui, peu, vous êtes solide. Oui, je pense. Martine, vous savez, si vous aviez dû être hospitalisée dans votre vie en psychiatrie, vous l'auriez été beaucoup plus jeune, je peux vous le dire. Pense. Et ben voilà. Et ben merci Martine. C'est pour ça. Voilà. Voilà le fin mot de l'histoire. Ce qui me conforte un peu, je me dis, j'arrive à 68 ans, je n'ai pas encore été hospitalisée. Mais vous ne devez pas l'être, et vous le savez, et vous en souriez. Donc vous le savez, faites-vous confiance Martine, vous savez les choses pour vous. Ouais. Alors écoutez-vous un petit peu. Hein, je vous ai eu en larmes, on se quitte avec le sourire. Donc gardez ce sourire-là parce qu'il est à l'intérieur de vous, celui-là. Merci Sophie d'avoir un pouvoir... Non, juste là. D'analyser, de pouvoir analyser et courage à vous, donner des conseils, bien sûr. C'est un peu en admiration, moi, devant des gens qui sont capables. Enfin, c'est peut-être aussi votre formation. Voilà. Mais retournez l'admiration, c'est vous qui venez de faire le chemin. D'accord, Martine ? Donc, regardez ce que vous venez de faire là. Ça montre de quoi vous êtes capable. Je vous embrasse, Martine. Moi aussi, je vous embrasse. Bonne continuation, merci Sophie. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Sandra. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, je ne sais pas par où commencer, par quoi commencer. C'est pas évident de... Alors, vous voulez parler justement d'une histoire de couple dans laquelle vous êtes ou vous étiez plutôt ? Oui, j'étais, oui. Que vous étiez. Alors, on va dire, ça a été difficile. Moi, j'y arrive, mais j'en paye un petit peu les conséquences. Et des fois, c'est un petit peu compliqué parce que dans le... c'est un peu, je sais pas, pour essayer d'abréger un petit peu. J'avais un mari avec mes enfants, tout, et ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. Oui. Donc, avant de se marier, donc on est 9 ans ensemble, on a eu 2 enfants ensemble, et il m'a demandé en mariage. J'ai dit on était très bien comme ça. Il m'a dit qu'il voulait vraiment se marier. Donc, au fond de moi, je sentais que on était bien. Il fallait pas se marier, et puis je me suis mariée pour faire plaisir. Et 3 mois après, il nous a mis dehors. Il a été, on s'est mariés le 1er septembre et le 14 décembre, il nous a mis, il m'a dit qu'il voulait divorcer. Et donc pourquoi ? la première semaine, pardon ? Pourquoi ? Alors il m'a expliqué comme quoi il n'était pas fait pour avoir des enfants. Oui. Au bout de 9 ans. Au bout de 9 ans, oui. Ouais. Et j'ai pas compris pourquoi. Et donc je me suis dit qu'il allait sûrement y repenser, que donc là pendant la semaine là il n'a pas changé d'avis. Moi j'étais vraiment pas bien parce que j'avais une petite fille de 1 an et demi et mon petit garçon avait tout juste 5 ans. Et
il m'a dit qu'il laisserait le temps de me laisser trouver quelque chose pour partir. Et en la deuxième semaine, il a été d'une dureté. J'ai rencontré la personne, on va dire, c'était plus du tout le même. J'ai dit, mais pourquoi t'es méchant comme ça? Donc, il a commencé à boire et à dire des méchancetés. J'avais ma mère qui était malade, qui avait un cancer du sein métastase au foie. Donc, ça a été donc en plus difficile. Et puis, un soir, il est arrivé, il nous a mis dehors. Il était minuit et quelques, et les gendarmes sont arrivés. Elle m'a demandé si la maison c'était à nous deux ou à mon ex-mari. Et j'ai dit que c'était à mon ex-mari. Je vivais avec lui, mais c'était à lui. Donc il fallait que je parte. Il fallait que je parte. Donc je suis partie un jour chez mes parents. Et après, j'ai trouvé un appartement que mon frère m'avait prêté. Je suis restée 2 semaines et après, j'ai trouvé une maison, etc. Bon, voilà. Ensuite, ce qui a été difficile après, c'est que 2 mois après, mon ex-mari, qui est maintenant mon ex-mari, a voulu que je revienne à la maison. Il m'a expliqué, en fait... Pardonnez-moi Sandra, parce que par moment ça coupe, ça fait comme de la friture sur la ligne, mais je crois que vous appelez d'un fixe. Non, je sais pas que mon portable... Non, mais de peut-être pas bouger, ou c'est peut-être le fil, je sais pas. Non, parce que je bouge, effectivement. Ah, vous bougez. Ah, vous marchez. Voilà, oui, ce serait mieux. Voilà. Sinon, on vous perd, voilà, par moment. Voilà, et donc... oui, j'en étais où? Oui, alors vous disiez donc, après cette séparation avec votre compagnon, il a voulu que je revienne. Oui. Et moi, non, j'avais encore mal, je sais que je l'aimais encore. Et quand j'ai été chercher mes affaires à la maison, on va dire 3 semaines avant qu'il me demande de revenir, il a ouvert la porte et il avait des suçons en fait dans le cou. Et là, ça a été waouh. Donc je me suis dit, il a quelqu'un d'autre. Il m'a dit que non, mais bon, j'ai bien compris qu'il avait quelqu'un d'autre. Et je l'ai pas embêté. J'ai dit, écoute, c'est comme ça. Et j'ai eu très très mal. Et il m'a dit, de toute façon, on ne fera pas que tu nous embêtes. Si tu me vois avec elle, etc. Je dis, je n'aurais pas t'embêter, t'inquiète pas. Et voilà. Donc 2 mois après, il a voulu que je revienne parce qu'il s'est aperçu que elle, c'était pas moi. Ouais. Et je lui ai fait comprendre que c'était trop tard, que moi je ne reviendrai jamais. Par contre, on a fait des enfants ensemble et que les histoires de couple ne regardaient pas les enfants et que c'était toujours le père des enfants. Donc j'espère qu'il sera toujours bien avec les enfants. Oui. Donc il m'a pas répondu. Et en fait, il nous appelait pour nous dire que une fois, on n'était pas passé encore en jugement. Pour la garde des enfants et ils devaient venir quand même un week-end sur 2 et on préparait le sac pour les enfants. Ils étaient contents d'aller voir leur papa et ils venaient pas. Donc il a fait ça pendant 4 mois. Une fois qu'on est passé devant le jugement, il est venu, mais on va dire une fois de temps en temps, c'est quand il décidait. Et si j'étais pas là, par exemple, il m'appelait pour me dire comme quoi il venait pas. Donc moi, après, je partais en course avec mes enfants ou j'allais chez mes parents, etc. Et on m'appelait un quart d'heure après pour me dire qu'il fallait vite que je ramène mes enfants parce qu'autrement, c'était des gendarmes qui me rappelaient. Oula. Et comment vous en êtes sortie de toute cette histoire, Sandra? Alors, j'ai gagné, mais ça a été compliqué. Par rapport à mon ex-mari, j'ai gagné parce qu'on s'est aperçu que c'était un manipulateur. Oui. Ça a été compliqué. Et aujourd'hui, comment ça se passe pour vous? Là, ça fait combien de temps cette histoire? Alors, ça fait 4 ans. Alors, je parle de mon ex-mari. Par contre, j'ai rencontré, après mon ex-mari, 1 an et demi après, un autre homme. Oui. Que je l'aimais bien, très gentil, mais je n'étais pas amoureuse de lui. Donc, j'ai préféré arrêter la relation. C'était quelqu'un de très bien. Mais voilà. Et puis après, j'ai rencontré. En fait, je me suis inscrite sur un site parce qu'en fait, je trouvais pas l'amour. Je trouvais pas ce qui me correspondait. Oui. Donc j'ai dit, je vais essayer de trouver, on va dire, le prince charmant. Oui. J'ai bien compris. Il n'existe pas, on est bien d'accord. Malheureusement, j'ai du mal. Il y a un joli livre de Psy, Le prince charmant n'existe pas. Je l'ai compris, mais trop tard. Et donc, quand j'ai été donc sur ce site, au départ, ça me plaisait pas beaucoup parce que je me suis trouvée, on va dire, comme si on était sur un catalogue.
Et mais quand j'ai vu cet homme, je me suis dit, waouh, c'est tout ce que je recherche physiquement, hein, je parle bien. Donc on a communiqué ensemble, voilà, ça s'est bien passé. Et puis je crois un bon mois et demi après, on a décidé de se rencontrer. On s'est rencontrés. Donc j'étais quand même distante. Vu comme il me parlait, il parlait très bien. C'était quelqu'un de très charmant, de très voilà. Et puis on se voyait qu'une fois par mois. Et puis au bout du 4e mois, il m'avait proposé donc de m'écrire une lettre. Donc il avait déjà trouvé la faille parce que pourquoi une lettre ? On habitait à 150 km l'un de l'autre et il m'avait dit écoute, je vais t'expliquer un petit peu ma vie. Alors c'était quelqu'un au départ qui était sensible, donc je l'ai senti tout de suite qui était un peu perdu. Donc qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Et comme il me plaisait, j'ai dit je vais l'aider. C'est ça la faille pour vous quand oui. Vous dites d'accord. Oui, c'était pas bon parce je suis pas le rôle de l'infirmière. Mais oui. On est bien d'accord. La faille, c'était vous qui étiez dans la détresse, vous vouliez aider quelqu'un qui était en détresse. On se ressemblait. Mais oui, c'est pour ça que vous êtes connectés. Et oui. Et donc, alors en fait, si je voulais témoigner, c'est ce qui est difficile, c'est le après. Donc là, j'ai bien compris. Donc cette lettre n'arrivait pas. On se voyait, mais je dis mais ta lettre, il faut quand même pas un mois à 150 km pour arriver. Et un soir, il arrivait parce qu'il arrivait assez tard. Il finissait son travail tard, donc il arrivait et il sentait un peu l'alcool. Et déjà 2-3 fois avant, il sentait quand même le rhum. Pourtant, je suis pas du tout dans l'alcool, etc. Parce que mon ex-mari buvait de la bière, mais pas de rhum. Et je lui ai dit, mais la lettre, tu l'as toujours pas reçue. Et d'un seul coup, il a sorti la lettre de son sac. Il me l'a jetée d'un air méchamment et il m'a mis une gifle. Mais la gifle, pas une petite. Et là, j'ai rien compris. Il s'est mis à pleurer, il s'est excusé. Et moi, j'ai pas du tout apprécié. Je lui ai dit, moi, on me tape pas, quoi, j'ai rien fait. Et il a pris une boîte de médicaments qu'il avait dans son sac. Et il a pris, je crois, 5 ou 6 médicaments. Il n'a pas pris toute la boîte, mais il a pris quand même une bonne boîte. Alors, je pense pour me faire peur, si j'ai bien compris. Et j'ai vite appelé le SAMU qui m'a empêché d'ailleurs que je l'appelle. Et j'ai réussi à les appeler. Donc, ils sont venus. Ils ne voulaient pas partir. Il a mis moi 1 heure pour partir. Et il m'a supplié de le revoir, etc. Donc, le lendemain, j'ai été le revoir. Et là, j'ai su qu'il était alcoolique. Et il ne voulait pas me le dire. Et ça se voyait pas sur lui. Donc moi, je ne savais pas ce que c'était un alcoolique. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai voulu l'aider. Alors, je vais pas vous raconter tout parce que c'est très compliqué, mais en l'aidant, j'ai coulé avec lui. Alors pas en alcool, loin de là. J'ai coulé. En voulant l'aider ? Ah ouais, c'est psychologiquement, c'est difficile. Parce qu'on croit que la personne on va l'aider. Alors quand je dis l'aider, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose de bon chez lui. Bien sûr, ça m'étonne. Et en fin de compte, mais elle demande pas. Elle vous a pas demandé. Il vous a pas demandé de l'aider. Alors c'est ce qu'il m'a dit. Mais quelque part, il m'a dit que j'étais pas là pour l'aider, mais par contre qu'il était amoureux de moi, qu'il était ceci. Donc j'ai demandé à ce qu'il fasse des cures. Je l'ai emmené en cure parce qu'il a perdu tout. Il a perdu son travail, il a perdu son permis, il a tout perdu. Donc il avait plus rien. Il dormait à l'hôtel et parce que je voulais pas qu'il dorme à la maison parce que moi j'avais des enfants. Quand il y avait mes enfants, il était hors de question qu'ils viennent parce que depuis la gifle et depuis l'alcool, j'avais peur de lui. Et j'avais peur. J'avais pas peur. J'avais peur qu'il y a une fois, il a quand même crié, il a changé de comportement et je voulais pas que mes enfants voient ça. Bien sûr. Et donc, il dormait à l'hôtel. Vous l'aviez emmené en cure ? Vous disiez que vous l'aviez emmené en cure ? Oui, je l'ai emmené en cure, donc il était tout calme après quand il était en cure. J'avais l'impression d'ailleurs qu'il était bien. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça s'est terminé s'il acceptait de faire des cures et qu'il vous disait que... dès qu'il est sorti de cure, le lendemain, il rebuvait. Ouais. Et en fait, il me disait c'est de ma faute parce que je veux pas vivre avec lui. Donc, ce qui était difficile, c'est que j'ai essayé de trouver des maisons, ça marchait pas. Et après, j'ai on va dire, su que je pouvais acheter. Donc, c'est du chantage, ça. C'est du chantage. Ouais. Vous m'avez parlé de votre premier conjoint me dit qu'il était manipulateur. Il y avait déjà une forme de chantage dans votre première relation ? Oui, mais je l'ai pas vu. Et pareil, j'ai voulu pour mon premier mari, pour mon premier,
j'ai voulu aussi, pas l'aider, non, je vais pas dire l'aider, mais il y avait 2-3 choses, c'est vrai qu'au début qui me gênaient et que j'ai dit c'est pas grave, je sais de toute façon qu'il est quand même gentil, ça serait un bon père, parce que j'avais attendu quand même longtemps pour avoir des enfants, parce que étant plus jeune, je voulais pas du tout m'investir dans une relation, parce que je voulais faire ma vie de jeune fille, et puis voilà. Quand et là, vous dites Sandra, c'est pas grave. Effectivement, tout dépend qu'est-ce qui n'est pas grave. C'est-à-dire, bien sûr qu'au début, on se rend compte dans une relation que tout ne peut pas être parfait et que c'est pas grave. Mais souvent, dans le c'est pas grave, et d'ailleurs, le c'est pas grave féminin, celui qui vient des femmes, c'est oui, mais grâce à moi ou par mon intermédiaire, il changera, ou j'arriverai à le changer. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Alors, quand je dis et pas souvent, changer, c'est sur le des réparer, choses. Oui, oui, vous avez raison. Moi. Vous avez tout à fait raison, Sandra. C'est pire d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est ça qui se passe. C'est pas grave, je vais le réparer. Oui. En fait, avec moi, il sera bien, je vais le rendre heureux, et vous moi, avez lui, raison. on va créer notre famille. Ouais. Et c'est souvent là que démarre le problème. C'est que ce qu'on ne veut pas écouter, et dans le c'est pas grave, j'aime bien que vous pointiez ça, parce que c'est pas grave puisque moi je suis l'unique, la seule, la merveilleuse qui va le réparer. Alors, quand j'ai dit la seule, non, parce que je sais qu'il Non, mais c'est ce qu'on se raconte parce que c'est important. Ouais. Il y a un côté. Mais j'ai voulu le laisser tomber, hein, mais parce qu'au départ, je me suis dit ça n'ira pas, etc. Il me disait des choses, mais que j'attendais en fait. Qui voulait un enfant. Alors, par contre, il y avait quelque chose en moi qui me disait non. Ce qui a été difficile, c'est que j'ai perdu ma maman il y a 2 ans d'un cancer. Hein, et il a été odieux 2 semaines, voire 3 semaines avant. Il a été très très dur avec moi, c'est-à-dire qu'il m'empêchait d'aller laver ma maman le matin. Et comment vous avez fait pour accepter ça, Sandra ? Je sais pas. Oui. Parce qu'après, il était tout gentil. En fait, ce que je me demandais, c'est que j'arrivais à oublier le mal qu'il me faisait. Mais oui, à l'aune des moments gentils. Oui, mais après, au fur et à mesure du temps, il y a beaucoup moins de gentils. Donc après, on arrive à s'en sortir. C'est là qu'on voit le vrai visage. Ouais. Mais c'était long. Et psychologiquement, maintenant, c'est moi, parce que alors, en plus, c'était plus difficile parce que quand j'ai perdu ma mère, j'avais besoin de lui. Parce que quand je dis j'avais besoin de lui, c'était comment dire, j'avais plus que lui, j'avais mon père, j'avais mon frère, mais c'était différent, vous voyez. Moi, la famille, c'était important. J'avais besoin d'une famille, mais pas avec n'importe qui. Hein. Lui, j'étais vraiment amoureuse de lui. Et en fait, j'ai mon père qui a un cancer maintenant, hein, ça fait 1 an qu'on a diagnostiqué un cancer du poumon. Et là, pareil, il n'y a pas longtemps que c'est fini avec Damien, il s'appelait Damien, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive à tenir parce qu'il m'a fait une chose encore difficile. Mon père, il faisait 85 kilos, il en fait 56. Il a du mal à manger, maintenant il a mal. Et avec Damien, je l'emmène aux boîtes d'intérim. Moi, je m'occupe de mes enfants, je travaille en même temps. Je fais beaucoup de choses, je fais à manger aussi pour mon père, avec mon frère. Et c'est assez compliqué. Je me donne énormément. Et Damien, il m'en demande plus. Et la question qu'il m'a posée il y a 2 mois, il m'a dit, voilà, si tu m'emmènes en boîte d'intérim, et puis on t'appelle pour dire que ton papa il doit partir à l'hôpital, tu fais quoi? Est-ce que tu me laisses là sur place en train de chercher du travail, ou est-ce que tu vas vers ton père? Et là, je lui ai dit, je vais vite voir mon père. Et lui, il n'est pas d'accord. Il m'a dit, mais tu te rends compte, si tu habiterais à 150 km, tu ferais comment? Et il se met d'une colère noire. Il dit que je l'aime pas, que je m'en fous de lui. En fait, j'ai trouvé qu'il était super égoïste. Mais surtout très immature aussi. Immature, on est bien d'accord. Un adulte, Sandra, c'est un homme adulte qui n'est pas capable de trouver du travail sans vous et qui ne peut pas comprendre que vous voliez au secours d'un père qui est mourant. Mais qu'est-ce que c'est que cette immaturité? Je sais. Et là, je lui ai dit, mais tu es... Alors, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, c'était au téléphone, hein, je lui ai dit ce qu'il voulait à tout prix me voir. Alors, j'ai été le voir au bout d'1 semaine. Et là, il m'a enfermée dans la pièce, dans sa chambre. Hein, parce qu'au foyer, c'est une chambre. Tout gentil, il m'a ouvert la porte, tout gentil. Après, il m'a enfermé, il n'était pas du tout gentil après. Il m'a reproché comme quoi c'était de ma faute, qu'il n'avait pas de travail, qu'il est dans cette chambre depuis 2 ans à cause de moi parce que je ne vis pas avec lui. Et la violence qu'il a eue aussi avec moi, pas avec mes enfants, mais avec moi, oui. Et il ne regrette pas plus que ça.
Mais parce que c'est ça que vous attendez, qu'il le regrette. Vous restez, oui, pour des excuses, pour qu'il le regrette. Non, c'est ça pas qu'il le regrette, mais qu'il s'aperçoive qu'il m'a fait du mal. Oui, et c'est ce qui vous fait, et c'est ça qui est terrible dans le comportement que vous avez, Sandra. C'est ça qui vous fait que vous restez. C'est ça qui fait que vous supportez. Là, heureusement, mais c'est ça qui fait que vous avez supporté plus et plus, parce que vous êtes dit, non, j'ai pas pu me tromper à ce point-là. À un moment donné, il va se rendre compte et il va regretter. J'ai pas pu mal choisir à ce point-là. C'est ça le problème. Et je m'en veux à moi parce que mais je voilà. me dis, c'est pas vrai. Bah oui, mais non, Sandra, non. Alors, je vous explique en gros, c'est que là maintenant, j'ai des malaises, des malaises. Bon, quand je suis fatiguée, ça peut arriver. Bon, je tombe pas dans les pommes, mais j'ai des crises d'angoisse apparemment. J'ai la tête qui tourne dès le matin. Des fois, ça peut arriver la nuit. J'ai la tête, vous savez, qui tourne à toute vitesse. Et je me dis, mais j'étais voir un ORL, j'étais voir non, vous voyez un thérapeute, Sandra? Vous voyez quelqu'un? Je vois une psychologue. Oui, très bien. Et je vais être obligée, je pense, vous voyez, parce que j'ai envie de pleurer. Oui. Parce que j'arrive pas je ne l'aime plus, ça c'est clair. Par contre, mon père je sais qu'il va mourir. Oui. J'ai perdu ma mère. Oui. Et j'ai beau avoir 40 ans. Oui. C'est difficile parce que j'aurais tellement voulu que Damien soit présent parce que j'avais besoin de lui. Sandra, vous avez besoin d'un homme à vos côtés, mais pas de celui-là. Ah non, ça je sais, j'ai compris. Bon, donc vous auriez voulu qu'il soit présent. Non, pas lui. Quelqu'un. Vous auriez voulu que quelqu'un, un homme, une épaule solide, soit présent à vos côtés. Je suis forte, mais il arrive un moment... Mais Sandra, ça veut rien dire. Je suis forte. Vous pouvez pas. Tout être humain qui est très fort est aussi très vulnérable. Donc vous portez beaucoup. Vous avez aussi besoin de pouvoir partager là où vous êtes forte, c'est-à-dire là où vous tenez. Là où vous allez épuiser toutes les ressources, il faut que par endroit vous puissiez aussi vous recharger, reprendre de la ressource ailleurs. Et vous n'avez pas d'endroit où j'ai envie de dire de personne. Mais surtout, Sandra, qu'est-ce qui fait que quand je vous ai demandé si vous voyez une psychologue, vous m'avez dit oui, l'émotion est montée à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle disait, cette émotion? Vous m'avez dit... en fait... Quel lien vous avez fait à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas que j'ai honte, c'est que... c'est que j'ai honte d'aller consulter? Pas de consulter, mais de ma vie, de la vie que j'ai. Parce que mes enfants, excusez-moi, c'est dur. Oui, parce que vos enfants, ils en souffrent, vous pensez? Non, mais j'ai des enfants qui sont adorables. Là, je ne veux pas dire, mais j'ai des. Ils ont 11 ans et 7 ans. Oui, vous êtes inquiète pour eux? Non, c'est que je repense que quand j'étais petite, j'étais très famille et mes enfants n'ont pas la même vie que moi. Et en fait, moi, je travaille beaucoup le soir. Je suis prof de Zumba et de danse moderne. Et ils sont... comment dire? Ils sont gardés le soir? Oui, le soir, non, il y a quelqu'un qui les garde, surtout Linda, parce que Johnny, maintenant, il va au collège, mais c'est difficile. C'est pas le fait... comment dire? En fait, vous vous sentez coupable de ne pas pouvoir offrir à vos deux pitchouns, à vos deux enfants, une famille comme celle que vous avez eue. C'est ça qui vous tracasse. Vous en voulez de ça? De ne pas leur offrir un bon père? Oui. Et un couple solide? D'ailleurs, mon fils, il me disait, maman, mais pourquoi tu as choisi des hommes qui boivent? Et je le regarde, je dis, mais waouh, ça m'a foutu un coup parce que je me suis dit, mais je suis comme... Oui, mon fils de 11 ans. Et il voit bien que... Et vous lui avez dit quoi, ce petit garçon de 11 ans? Il a une belle question. Il a une belle question. J'ai dit, écoute, maman, je pense que il y a des trucs qui vont pas chez maman, quoi. Mais je sais pas. Mais non, c'est que maman, elle a vu la beauté ou la profondeur dans quelqu'un et elle n'a pas vu tout de suite. Non, ne dis pas qu'il y a quelque chose qui cloche chez maman. Il y a pas quelque chose le problème, c'est que je ne critique pas ni Damien devant eux, ni leur c'est père. Pas de critiquer. C'est pas de critiquer, Sandra. Mais ils ont besoin, ces enfants, de vous voir, j'allais dire, un temps soit peu solide. C'est pour ça que c'est important d'être épaulé par... vous dites que vous voyez une psychologue. C'est important que vous soyez épaulé par une psychologue et d'autres adultes ou des amis pour pas que ce soit vos enfants qui vous épaulent parce qu'ils sont trop petits pour ça.
Ah oui, ah non, justement, c'est pour ça que d'ailleurs on me le dit, et même la psychologue elle m'a dit que là-dessus c'était très bien, parce que mes enfants, en fait, c'est moi qui les épaule, c'est pas eux. Par contre, je pleure rarement vers eux, et d'ailleurs même mes enfants me disent: oh maman, t'es une super maman, t'arrives à tout faire. Mais il arrive un moment que j'arrive plus à tout faire, parce que c'est vrai que quand on est prof, après j'ai dans tout le travail, mais prof de Zumba, vous savez, il faut être souriante, il faut être dynamique, il faut faire les chorés, il faut voilà. C'est vrai. Ouais. Et quand ma maman est décédée, même un petit peu avant, moi je me suis fait opérer du col de l'utérus, parce que assez urgemment, j'ai fait un frottis et on m'a dit: il faut vite que vous fassiez opérer dans les 2 mois qui suivent, autrement vous allez avoir un cancer. Donc j'ai dû arrêter. C'était juste après le décès de votre maman? Non, juste 5 mois avant. 5 mois avant. Ouais. Et l'année-là, j'ai manqué 1 mois et demi pour le col de l'utérus, et j'ai manqué pour ma maman 10 fois dans l'année, parce que elle était vraiment pas bien et je voulais être présente pour elle. Et c'est là que j'ai pris aussi un coup, c'est que les personnes, parce qu'en général j'étais tout le temps là, j'ai jamais manqué dans les autres années, et cette année-là, il y a des personnes qui voulaient me remplacer, parce que l'année-là j'étais pas là. Vous étiez trop absente, ouais, je comprends. Trop absente, ouais. Et que même si je me faisais opérer du col, 2 semaines c'était suffisant, mais non. Et aujourd'hui, ça va? Vous avez votre travail? J'ai toujours mon travail, oui. J'ai toujours mon travail. Simplement, ce qui m'embête, c'est que le mental, en fait, il va pas, parce que en fait, je me disais tout le temps: ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et maintenant, à peine qu'il y a vous voyez, par exemple, il y a quelqu'un qui va me dire quelque chose, ou que je vais avoir peur de tout. Sandra, ce que j'entends, moi, dans votre débit de parole, dans votre anxiété, dans tout ça. Oui, non, il n'y a pas de souci. C'est juste que vous passez trop en force. On n'est pas dans la Zumba dans votre vie. Que vous ayez toute cette énergie, super, c'est votre job, et avec de la musique, et c'est chouette. Mais il y a un moment donné, c'est le rythme qu'il va falloir être un peu moins soutenu pour vous à l'intérieur de vous, parce que c'est un emballement sinon, et vous vous épuisez. C'est ça. Et il y a beaucoup de fatigue à l'intérieur de vous, parce que il y a trop de tension. Voilà, il y a trop de tension. La courroie, elle tourne trop vite là. Oui. C'est comme si, voilà, je sais, dans les cours de Zumba, on met la musique, ça pulse, c'est génial. Mais c'est un peu comme si vous aviez la même musique à l'intérieur de votre corps en permanence, ça pulse tout le temps. Vous pouvez je peux pas rester assise, effectivement. Oui, c'est pour ça que vous bouchiez tout à l'heure. Sandra, vous pouvez pas être sur tous les fronts. Donc, il va falloir, autour de vous, resserrer des liens d'amitié, de gens qui sont là pour vous, sur qui vous pouvez compter. Certes, c'est pas un amoureux, certes, c'est pas un père pour vos enfants. De mettre un peu plus j'allais dire de temps long pour vous et de douceur pour vous, qu'il n'y a pas d'urgence, et vous êtes une super maman à trouver un père pour vos enfants, parce que pour le moment vous êtes là et bien là, et que oui, c'est vrai que vos enfants n'ont pas la famille que vous avez connue, mais on offre rarement à nos enfants ce qu'on a connu. On a toujours une forme de nostalgie, et les vies d'aujourd'hui sont pas les mêmes, elles sont beaucoup plus difficiles. Les séparations sont plus fréquentes, la précarité est plus vive, il y a beaucoup de mères qui élèvent seules leurs enfants. On est dans un monde difficile de la vie, et vous êtes dans cette difficulté de vie-là. D'où l'importance de pas vous lamenter en vous disant: mais quand même, je suis nulle parce que je devrais pouvoir ou savoir offrir ça à mes enfants. Non, vous n'êtes pas nul de ça. C'est un vœu, c'est un souhait, c'est quelque chose que vous allez construire, et je vous le souhaite. Mais pour ça, il faut ralentir un peu et pouvoir vous appuyer sur des gens solides, des bons amis, des gens qui sont là pour vous, qui vous aiment bien. Ouais. Et avec lesquels vous pouvez aller plus en douceur, et de faire peut-être aussi, voilà, des activités à côté, ou en week-end un peu tranquille, ou avec vos enfants. Il y a Christelle qui dit Sandra, elle est vraiment sympa, dynamique, maman qui assure. Elle mérite bien mieux. Il est grand temps qu'elle se ressente sur elle-même. C'est gentil, merci. C'est gentil. C'est je pense beaucoup aux autres, et c'est vrai que... Oui, vous êtes très, très... Et c'est formidable, et vous avez aussi un métier tourné vers les autres, et qui donne de l'énergie aux autres. Mais quand on est comme ça, et comme vous, en donnant énormément de soi, il faut des lieux, des endroits, des amis, des choses qui vous font du bien, qui vous ressourcent.
Votre métier est peut-être une ressource également. Oui, mon métier, j'imagine. Oui, une ressource, parce qu'après, j'ai envie d'être tranquille. J'aime bien la solitude. C'est vrai que je suis beaucoup solitaire après, une fois que je rentre à la maison, parce que j'ai tellement besoin de décompresser. De décompresser, ouais. Mais c'est vrai que j'ai été beaucoup, je pense, mentalement fragilisée. La perte de ma mère, mon père qui est en train de mourir, Alors c'est difficile, quoi. C'est difficile. Vous avez des amis, des bons amis? Oui, j'ai des amis. Oui. Et n'hésitez pas, vraiment, Sandra, n'hésitez pas à demander. On ose quelquefois, on dit je vais pas déranger, etc. Oui, c'est ça. Oui, je veux pas montrer que je suis pas forte. Si, oui, mais ça, voilà, ça c'est vraiment une bêtise, Sandra. Pardonnez-moi, mais c'est une bêtise parce que vos amis seront heureux d'être là pour vous. Vous savez, demander quelque chose à un ami, il est heureux de pouvoir montrer qu'il est là pour vous. Mais on est bien d'accord que la personne avec qui j'ai rencontré, c'est pas de l'amour. Non, vraiment pas. D'accord. Donc je vous souhaite vraiment d'être dans quelque chose de bienveillance. D'accord, merci beaucoup. Je vous embrasse Sandra, bon courage, bonne nuit. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, je vous souhaite une belle et douce nuit. Nous, on se retrouve demain à 23h. Passez un bon dimanche, je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand et son émission Au cœur de l'histoire, au cœur de la nuit. Passez une belle nuit, à demain.